Ben là. Hey, salut tout le monde. Dans cet épisode de Ben là, nous allons parler de recherche. Ben là. Et oui, avec nos partenaires, le Collab, qui sont des chefs de file dans la matière. Ouais, lors de cet entretien, on a parlé notamment de recherche et de recherche-action. Sérieusement, si le milieu de la recherche vous intéresse, ou même si vous n'avez jamais pensé que la recherche pouvait être intéressante, je vous invite vraiment à écouter cet entretien avec Valérie Godin-Tremblay, Emma Maltais et Mme Marie-Ève Gravel, qui vont assurément vous donner le goût de la recherche et qui vont vous expliquer également comment ça se passe, la recherche chez notre partenaire, le Collab à Alma. Et vous allez voir aussi que ça peut être vraiment intéressant parce que eux, ils pratiquent des méthodes qui sont un peu moins conventionnelles. Un projet comme Ben Lala a besoin de partenaires pour grandir. C'est pourquoi nous avons dédié une section partenaires sur notre site Web. Nos partenaires de services ou financiers nous aident à améliorer le contenu, d'augmenter la portée de benlala.ca, ainsi que la mise en place d'une bourse soutenant la créativité. De plus, cela nous permet de maintenir un service qui est totalement gratuit. Vous découvrirez des entreprises, des organismes, des humains fantastiques au cours des épisodes partenaires. Vous entendrez des histoires d'entrepreneurs, des histoires qui vous toucheront et peut-être qui vous aideront à faire de meilleurs choix. Nos partenaires doivent respecter nos valeurs et c'est dans cet esprit qu'ils sont choisis. Alors, merci à eux pour leur collaboration si précieuse et à vous, eh bien, il ne me reste qu'à vous dire bon podcast. Alors, pour commencer cette entrevue d'aujourd'hui, en fait, je suis chanceux parce qu'on va non seulement parler de recherche, et d'ailleurs, la recherche, pour moi, c'est un sujet que j'adore parce que dans le milieu de l'enseignement, s'il n'y a pas de recherche, s'il n'y a pas de développement de connaissances, eh bien, on n'a rien à enseigner en quelque sorte. Donc, c'est le fun d'être capable d'enseigner des choses qui ont été approuvées, qui ont été, dans le fond, démontrées de façon scientifique. Et pour parler du sujet, je suis avec 3 personnes que j'ai appris à connaître. Ça fait pas longtemps, là, je ne vous le cacherai pas, ça fait pas des années que je les connais. Je viens tout juste de discuter avec eux. On a parlé de vin, on a parlé de ce qu'on allait manger ce soir pour question de se déjeuner un petit peu. Mais je trouvais ça fort intéressant. Donc, puis je vous rassure, tout le monde à la maison, il y a juste de l'eau sur la table. Donc, si des fois, il y en a qui pensent qu'on a essayé d'autres choses, ce n'est pas le cas. Alors, j'aimerais vous présenter les gens avec qui je suis à l'entour de la table. Je vais commencer à ma droite avec Valérie Godin-Tremblay. Donc, bonjour Valérie, comment tu vas? Bonjour, ça va super bien. Oui, tu n'es pas trop nerveuse? Ça va. On va parler de recherche. Donc, Oui. je pense que tu es jusqu'à nouvel ordre encore conseillère en recherche. Exactement, conseillère à la recherche. Conseillère à la recherche. Qui sait, peut-être qu'un jour, il y aura autre chose. J'ai également Emma Maltais, qui est également conseillère à la recherche. Ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce que tu es nerveuse? Non. Est-ce que tu as déjà fait des podcasts? Non. C'est ta première fois? Oui. Donc, c'est ton baptême de feu? Oui, baptême, oui. Donc, je te promets que ça va bien aller. Et notre troisième intervenante est Marie-Ève Gravel, qui est présidente du Collab et directrice générale du Collège d'Alma. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Est-ce que c'est votre premier podcast? Effectivement. J'espère que ça ne sera pas le dernier. Très heureuse de vivre cette expérience-là. Ben oui, puis en plus, on est actuellement dans votre studio qui est magnifique. Félicitations, sérieusement, comme environnement de recherche, c'est assez stimulant. Je dois vous avouer que je suis arrivé puis je me disais, Jonquière-Alma, c'est pas trop loin. C'est pas trop loin. Bref, pour commencer notre entretien, je vais commencer avec Mme Gravel. Je vais dire Mme Gravel et vous parce qu'on ne se connaît pas assez, même si on a parlé de vin. Donc, on va quand même se conserver un petit décorum. J'aimerais ça que vous me parliez. Dans mon introduction, je parlais de l'importance un peu de la recherche dans le milieu de l'enseignement. Ici, au Collège d'Alma, dans le fond, la recherche prend, je dirais, 2 volets. En fait, est exploitée par deux organismes, je pense. Pouvez-vous nous en parler? Qu'est-ce que ça représente, la recherche, ici au Collège d'Alma, pour vous? Oui, en fait, il faut comprendre qu'ici, au Collège allemand, on a été le premier cégep à obtenir le programme en gestion d'entreprise agricole, il y a quand même de nombreuses années. Ce qui nous a amené, pas longtemps après, à vouloir créer vraiment un centre de recherche 100% dédié à l'innovation, mais à la recherche en agriculture. Donc, Agrinova, pour ceux et celles qui le connaissent, là, est une organisation qui est très, très active
en matière de recherche partout au Québec, en fait, autant en production animale qu'en production végétale. Et même maintenant, on est avec toutes les nouvelles technologies, là, comme le biochar. On a une vitrine technologique, là, justement, à ce sujet. Par la suite, en fait, le Collège Alma, on a un créneau important au niveau de la sécurité, mais très rapidement, on a senti le besoin de développer de la pédagogie immersive beaucoup ici au collège. Donc, on a commencé avec des enseignants à travailler la réalité immersive dans un contexte pédagogique dans des programmes de sécurité. Et là, ça nous a fait découvrir le numérique. Donc, on a 2 enseignants-chercheurs qui sont sur ce dossier-là. Ça fait à peu près, je dirais, 8 ans. Puis, en fait, ça nous a donné l'idée d'aller un peu plus loin au niveau du développement du numérique dans l'enseignement, dans la pédagogie. Puis, en fait, c'est à peu près à partir de ces projets-là qu'est née l'idée de CoLab pour en faire maintenant un centre d'innovation sociale et de recherche en matière de numérique. Là, vous parlez de centre d'innovation sociale et numérique. L'aspect social du CoLab, ça se trouve à être quoi exactement? Comment ça se réalise dans le concret? Oui, ben, en fait, ce qui est notre grande distinction ici à CoLab, c'est que oui, on travaille le numérique, les technologies, mais notre priorité, c'est surtout de développer les compétences numériques des personnes en arrière du numérique. Donc, on interagit beaucoup avec l'humain dans l'ensemble de nos projets de recherche et c'est ce qui fait la grande, je dirais, distinction de plusieurs de nos projets puis de notre unicité comme centre de recherche. Si je suis une entreprise qui est dans le secteur de... En fait, parlons du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce que je peux venir ici découvrir qu'est-ce que c'est l'utilisation du numérique dans mon entreprise, par exemple? Très certainement. En fait, il y a plusieurs axes là, qu'on peut travailler avec les organisations. C'est sûr que notre premier rôle, en fait, c'est un rôle plus de diagnostic des compétences et des capacités numériques des personnes à travers l'organisation. Donc, il y a un volet qu'on peut travailler par rapport à ça. Puis, la force de CoLab, c'est de travailler avec un écosystème aussi du milieu. On n'a pas nécessairement toutes les solutions pour répondre aux besoins des organisations, mais on travaille avec un réseau de partenaires qui sont autour de nous pour soutenir le besoin de l'entreprise ou de l'organisation au niveau du développement de leurs compétences, leurs capacités ou de solutions en matière numérique. Revenons à la recherche au collégial. Vous nous avez parlé d'Agrinova, du CoLab. Sur le plan concret, là, qu'est-ce que ça l'amène comme projet de recherche pour le Collège d'Alma? Plusieurs choses. La notoriété, hein, parce que veut pas, chaque projet de recherche nous permet de se faire connaître, oui, comme établissement, mais comme région, à travers le Québec, à travers nos différents projets. Ça permet, par différentes stratégies de diffusion du savoir, en fait, de bonifier l'offre d'enseignement, tu sais, parce que à chaque fois qu'on a des données qui peuvent être publiques, bien sûr, en matière d'agriculture, ça peut contribuer à un enrichissement pédagogique de manière importante. Ça éveille aussi à la recherche auprès des étudiants parce qu'on le sait, ce qui va faire que les jeunes vont développer un intérêt pour la recherche et, je dirais, le milieu scientifique, c'est de baigner dedans, c'est d'être éveillé à ça. Puis je pense que le milieu collégial est vraiment un beau berceau pour ça, pour vivre des expériences de recherche qui sont, je dirais, beaucoup de la recherche aussi action. Donc, ils voient rapidement les retombées des recherches qui peuvent être vécues. Donc, c'est un enrichissement pour l'ensemble des programmes, en fait. Tantôt, on parlait de CoLab. On a fait dernièrement un projet de recherche, un PAREA, en soins infirmiers pour faire la démonstration de la pédagogie immersive et des impacts sur l'apprentissage et le développement des compétences sur des techniques procédurales ou encore des approches plus au niveau des expériences. Bien, ça a été concluant pour les étudiants. Donc, Ça rend concret la oui, recherche parce que souvent, quand on n'est pas à l'intérieur de la recherche, on pense que c'est juste du technique, on pense que c'est juste du réflectif, mais dans les faits, souvent, c'est pas juste de la recherche réflective, on constate, on voit, on valide, on confirme. Donc, c'est passionnant, la recherche. Je vous amène sur un autre sujet avant de parler de contenu de recherche avec vos collègues. Croyez-vous que le financement de la recherche au niveau collégial est suffisamment soutenu par les différents paliers gouvernementaux? Puis honnêtement, je ne veux pas juger, je ne veux pas mettre personne sur le spot. Je sais que ma question
elle est quand même pointue, mais c'est parce que je vois ça passer, puis je veux juste contextualiser ma réponse, puis, puis comme je vous dis, je ne veux pas vous sentir mal à l'aise par rapport à la question, c'est que je trouve, moi, personnellement, qu'il manque d'argent. Puis on entend parler, là, le milieu collégial, là, on en parle beaucoup actuellement, là, de dire il faut soutenir la recherche, il faut mettre plus d'argent, parce que c'est souvent dédié un peu plus au niveau universitaire. Puis, tu sais, je vous contextualise avec une réponse d'une certaine façon. Personnellement, je trouve que c'est sous-financé. Donc, croyez-vous la même chose que moi? C'est certain qu'actuellement, c'est un réel enjeu. On a juste à penser au fonds CRSNG là, qui a considérablement là, diminué là, au cours de la dernière année, qui a pour effet là, de bien sûr, je dirais, amener une préoccupation pour plusieurs centres de recherche au Québec là, actuellement. Mais ce qui est rassurant, je pense, en ce moment, d'ailleurs, il y a 3 semaines environ, on avait le ministère Économie, Innovation et le ministère de l'Enseignement supérieur qui ont décidé de faire un grand sommet sur la recherche pour justement réfléchir avec toutes les parties prenantes des pistes de solutions, puis qu'est-ce qu'on pourrait proposer de différent pour mieux soutenir la recherche en enseignement supérieur, oui, dans les universités, mais beaucoup au niveau collégial, notamment par les CCTT ou d'autres cellules de recherche comme ici à CoLab. Donc, je pense qu'il y a une réelle volonté, cependant, de la part de nos ministères de réfléchir et de proposer quelque chose d'innovant pour susciter encore plus de recherche quand même au Québec, puis encore plus dans le milieu collégial. J'adore votre réponse. Je vous félicite. Vous en êtes bien sorti. Il fallait quand même que ça soit difficile un petit peu, non? Je suis tout le temps de bonne humeur. Non, mais j'ai à cœur la recherche. Puis honnêtement, quand on a regardé les sujets, puis qu'on s'est dit on va parler de recherche, c'est sûr que moi, dans ma tête, je me suis dit ça fait partie d'un enjeu, le financement. Et quand on visite, par exemple, tu sais, Agrinova, je n'avais entendu parler, je ne l'ai jamais visité, mais on en entend parler. C'est effectivement un centre de recherche ayant beaucoup de notoriété. Mais le CoLab, moi, quand je suis arrivé, tu sais, wow, tu sais, faut pas que j'aille ça dans mon cégep, je vais tout le temps être dans cette place-là. Tu sais, c'est magnifique, là. Tu sais, c'est un environnement non seulement de créativité, mais parce que la recherche, c'est très relié aussi à la créativité. Ça, c'est des fois, les gens, en tout cas, c'est pas toujours à ça. Alors, Mme Gravel, merci pour ce bout-là. Si vous voulez intervenir avec vos collègues conseillères, encore conseillères pour je ne sais pas combien de temps, mais bon, non, je fais des blagues avec ça. Alors, mesdames, je suis rendu à vous. J'aimerais savoir, là, dans votre dynamique, est-ce que vous travaillez ensemble à la recherche ou vous avez chacune de vous, de vos secteurs, vos projets? Là? Expliquez-moi qu'est-ce que vous faites. Là. On travaille vraiment ensemble sur les mêmes projets la majorité du temps. OK. Oui. Exactement. Ben, en fait, on a l'équipe de recherche qui est vraiment transversale aux autres équipes qui viennent en soutien. Donc, OK. oui, on collabore avec toutes les personnes dans l'équipe. Vos projets de recherche que vous travaillez, dans le fond, ça se trouve être quoi? Hein? Ben, c'est très Faites-moi la liste. Il y a une bonne liste. Ben oui, mais ça m'intéresse, Par où moi. commencer? Ben, par où commencer? C'est ça, c'est vraiment on vient en appui aux différents projets. Donc, on a parlé tantôt de recherche appliquée, puis l'objectif aussi, d'où le nom CoLab Innovation sociale, on veut vraiment répondre à un besoin des personnes. On s'attarde au développement des compétences. Donc, il y a une proposition qui va de projet qui va émerger, donc une innovation, en fait. On veut s'assurer qu'on répond bien aux besoins, qu'il y a un développement de compétences, par exemple. Fait que c'est vraiment à ce niveau-là qu'on va pouvoir aller soutenir. Donc, aller dans la collecte de données, dans le développement, dans la recherche de données probantes. Donc, si je comprends bien, on a un projet, mettons, qu'on fait avec le CoLab. Vous allez associer à ça un projet de recherche. C'est tout ça? Oui. Et vous allez collecter des données, vous assurer que ça soit fait de façon scientifique, méthodique et que ça puisse générer de l'information, finalement. Oui, exact. Puis, tu sais, en fait, ça s'inscrit beaucoup on a parlé de recherche-action, de recherche et développement. Donc, c'est vraiment de co-construire avec les gens, avec les bénéficiaires de la solution. Par exemple, pour donner un exemple concret, disons des projets au niveau pédagogique. Donc, si on offre une trousse d'outils, par exemple, pour développer la compétence numérique des jeunes du secondaire, on veut s'assurer que ça va vraiment bien répondre aux besoins autant du personnel enseignant que des élèves eux-mêmes. Donc, c'est vraiment dans cette dynamique-là que la recherche va s'inscrire. En
fait, vous parlez de recherche-action, ça me parle beaucoup parce que c'est une méthode quand même qui n'est pas, tu sais, c'est pas une méthode quantitative. On est carrément dans du quali et là, on est capable de construire. Et là, vous avez dit un autre mot-clé qui s'appelle la co-construction. Un autre concept qui est fort intéressant. Et quand c'est bien fait, quand c'est suivi, normalement, ça donne des résultats vraiment meilleurs parce que veut pas la recherche, puis vous me corrigez, je me trompe, là, c'est vous les deux expertes en contenu, en recherche, c'est qu'on est capable dans le fond, de faire évoluer cette recherche-là et cette information-là pour arriver finalement avec un résultat que vous avez validé tout au long de la recherche. Puis c'est un peu ce que je trouve innovant dans votre façon de faire. Parce que là, je ne vous ai pas entendu dire on fait de la recherche. Est-ce que vous en faites de la recherche qualitative ici ou c'est vraiment juste basé sur la recherche-action? Ben, en fait, si je peux ajouter quelque chose, Bien sûr. au CoLab, on a toujours un dispositif innovant par lequel tous nos projets passent. Donc, dans le fond, c'est vraiment en 3 étapes qui va de s'inspirer, en fait, ensuite la co-création puis l'innovation. Donc, tous les projets passent par là. Ça, je pense que c'est important de le mentionner. Puis, Tu dis inspirer? oui. Donc, inspirer, ça peut, par exemple, ça peut correspondre à l'étape de faire une recension des écrits, d'aller s'inspirer des meilleures pratiques, c'est ça, de faire de la veille. Ensuite, co-créer, quel exemple je pourrais donner on pourrait donner un exemple avec un En projet. fait, c'est d'expérimenter, mais toujours, la co-création, c'est d'expérimenter toujours avec différentes parties prenantes. Donc, d'aller chercher autant, si on est encore une fois dans le milieu scolaire, c'est d'aller consulter des élèves, d'aller consulter, par exemple, des conseillères pédagogiques, des enseignants, des membres de la direction. Donc, on travaille vraiment pas en silo au CoLab. C'est vraiment de sortir des murs, d'aller à la rencontre des gens pour développer puis co-créer les solutions. On aurait pu donner un exemple avec, par exemple, je ne sais pas, les ambitieuses ou ça pourrait être intéressant avec un projet réel. Je ne sais pas si on a le temps. Ben oui, prenons le temps. Les ambitieuses, parlez-nous de ce magnifique projet-là. Est-ce que vous savez c'est quoi les ambitieuses? Ben oui, vous savez mais quoi? j'aimerais ça que vous me l'expliquiez parce que moi, je n'ai entendu parler. Mais ceux qui nous écoutent ne savent pas c'est quoi les ambitieuses s'ils n'ont pas été faire le petit tour sur le site web. Donc, expliquons premièrement qu'est-ce que c'est les ambitieuses. Donc, les ambitieuses, c'est un parcours pédagogique destiné aux jeunes filles du secondaire afin de les intéresser, de les sensibiliser aux emplois associés au STEAM, c'est-à-dire sciences, technologies, ingénierie, mathématiques et à l'entrepreneuriat. Donc, c'est ça, c'est un parcours qui existe depuis 2020. On a eu 5 cohortes expérimentales. Puis là, il vient d'être déployé partout à l'échelle nationale en octobre 2023. Donc, c'est une belle... Petite question. Oui. 5 cohortes expérimentales. Donc, ça s'inscrit dans le processus de recherche-action. C'est ça. Donc, à chacune des étapes, chacune des cohortes, je présume que vous avez validé. C'est en plein ça. De quelle façon vous avez procédé pour valider vos données à ce moment-là? De quels moyens vous avez utilisé pour les consulter, ces jeunes-là? Beaucoup par des questionnaires. Ben c'est ça. En fait, c'est les meilleures personnes. C'est les jeunes filles qui ont expérimenté, qui ont fait les parcours, c'est les meilleures personnes pour nous offrir des rétroactions. Fait que c'est vraiment en consultant les personnes elles-mêmes qui sont les expertes de cette situation-là. Fait que Donc, des questionnaires, des entrevues. Questionnaire, entrevue. Exact. Donc là, après la 5e cohorte, vous avez dit, OK, là, on a de quoi, on est capable de le déployer au national. Donc, dans sa mouture actuelle, c'est comme le résultat de la 3e étape du dispositif innovant qui est d'innover. Là, c'est rendu là. OK. Question par rapport à ça, parce que c'est un bel exemple. Là, vous êtes rendu, dans le fond, au déploiement. Est-ce que la recherche est terminée? Est-ce que vous allez continuer à consulter ou à valider vos données par rapport à son déploiement? Ça se termine jamais. Oui, on continue. En fait, il y a toujours l'opportunité, c'est ça, d'amélioration continue. Donc, les contenus sont accessibles, mais c'est sur une plateforme où est-ce que c'est possible d'entrer en contact avec l'équipe, d'obtenir des rétroactions, justement, d'évaluer comment ça se passe, l'expérimentation, pour pouvoir toujours bonifier et améliorer en continu. Donc là, les ambitieuses, est-ce que c'est le seul projet, dans le fond, que vous avez développé de cette façon-là? Est-ce qu'il y a un autre exemple de projet? Oui. Mais juste pour revenir sur les ambitieuses, parce que, tu sais, oui, il y a eu 5 cohortes expérimentales. Maintenant, on est en déploiement vraiment au niveau national. Mais je pense que l'esprit de ce qui est ressorti de ces 5 cohortes-là, c'est maintenant de dire que la trajectoire, à travers toutes les réponses qu'on a eues, puis l'expérience de ces jeunes femmes exceptionnelles qu'on a eu la chance de rencontrer, ça nous détermine maintenant une autre piste, je dirais, d'action
qui va être à développer puis à proposer. D'ailleurs, on souhaite le proposer au ministère, mais c'est de commencer beaucoup plus jeune. Le fait de découvrir tous les métiers à caractère scientifique pour les jeunes filles, par des modèles inspirants, tout ça. Mais on est très heureux mais les recherches puis les données qu'on a obtenues nous témoignent maintenant de dire on devrait vraiment proposer quelque chose plus à l'étape primaire, tu sais, primaire, secondaire, collégiale maintenant aussi. Fait que je pense que on est en train de démontrer que des trajectoires sur des dossiers aussi importants comme ça, ben ça a un effet vraiment positif. Puis éventuellement, on verra s'il y a plus de femmes dans les domaines scientifiques dans 5 ou 10 ans. Donc là, peut-être une question niaiseuse, là. Je présume que si vous ciblez les jeunes femmes, les jeunes filles, c'est parce qu'il y a moins de filles qui sont intéressées par ces sujets d'études-là. Là. Oui, bien, en fait, les jeunes femmes constituent moins de 30 dans la majorité des domaines associés au STEAM. Là, on parle autant dans les programmes collégiaux qu'universitaires. Quand on regarde du côté des professionnels en STEAM, c'est 24,6 en 2020, je pense, ou 2019. Donc, elles sont nettement sous-représentées. OK. Est-ce que vous croyez qu'à un moment donné, la parité va arriver ou même que les femmes vont dépasser les hommes dans ces catégories-là? Mais si je peux faire un peu du pouce sur ce que Marie-Ève disait tout à l'heure, l'important, c'est de la trajectoire. Je pense qu'on va arriver à une meilleure égalité pour les femmes, pour les filles, quand on va vraiment établir une stratégie puis la déployer, qu'on va vraiment s'attarder à des moments clés, des périodes critiques dans la vie des filles, des jeunes femmes, qui correspondent souvent aux périodes transitoires, justement. Donc, fin du primaire au secondaire, après ça, secondaire au cégep. Donc, je pense qu'on va y arriver si on établit une véritable stratégie. Ah, c'est bon. Non, je pose des questions parce que vous avez remarqué, je suis un homme. Mais non, sérieusement, je trouve ça super ce qui se passe. Puis moi, je trouve ça le fun quand justement la femme prend toute la place qu'il faut qu'elle ait et qu'elle mérite parce que la question de genre est quand même rendue un sujet. On dirait que quand tu parles, mettons, de la condition de la femme, là, on dirait que tu es rendu ailleurs parce que là, à cette heure, avec les genres, ainsi de suite. Donc, je ne veux pas qu'on s'enligne dans ces sujets-là, mais je trouve ça bien que la poursuite des choses et ainsi de suite. Donc, félicitations pour votre projet. Donc, je présume que dans vos futurs projets, il n'y aura pas de projet d'ambitieux. Non. On le sait pas. C'est possible. Il n'y a rien n'est possible. Ben non, mais ça serait plate. On briserait l'effort des ambitieux. C'est déjà magnifique. Non, je fais une blague là, parce que... Mais je pense que les jeunes garçons, que ce soit au primaire ou au secondaire, ils ont d'autres enjeux et qui sont carrément différents. Là, moi, j'ai 2 garçons dans la vie puis qui sont dans le passage du secondaire. Donc, en fait, un sur le point d'être au secondaire, l'autre qui vient de terminer. Et je peux vous dire qu'il y aurait besoin d'un programme d'ambitieux, je pense, sous un autre thème, là, mais vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Effectivement, puis on a un projet d'ailleurs pour la persévérance scolaire des garçons qui va être déployé prochainement, qui va être... mais on veut s'y mettre aussi là, pour ces enjeux-là parce que c'est des enjeux qui méritent qu'on s'y attarde aussi. Puis c'est ça, ça vient rien enlever aux filles, puis ça vient... Tout à fait. Tout à fait. Puis ça, pour cet enjeu-là, je vous le dis tout de suite, là, vous êtes ici, là, j'ai des témoins dans la salle. Pour l'enjeu de la persévérance scolaire des jeunes garçons, je veux donner un coup de main. Moi, c'est une de mes valeurs qui me touche fondamentale. C'est à chaque année dans mon podcast, pendant les jours de la persévérance scolaire, je fais un épisode sur le sujet. J'ai un parcours atypique, puis pourtant, ça ne m'a pas empêché d'aller à l'université, faire de la recherche, puis devenir prof, et ainsi de suite, puis de vivre une belle vie. Mais vous demanderez à mes professeurs au secondaire, Benoît Rochefort, est-ce qu'il va être professeur un jour? Ils vont vous dire non, malheureusement. Donc, on parle d'ambition, du programme des ambitieux. Est-ce que vous avez d'autres joyaux de recherche jusqu'à maintenant avec le CoLab? C'est quand même assez jeune, le CoLab. Là, ça fait quoi? Ça fait 3 ans que ça a été lancé? Oui. Tu peux peut-être parler des astucieuses, Valérie? Bien sûr, c'est ça. Tout le volet, il y a la fabrique numérique qui est en soi un parcours clé en main aussi qui a été déployé, qui est disponible sur une plateforme qui favorise le développement de la compétence numérique à travers différentes thématiques. Donc, OK. l'intelligence Je fais une petite parenthèse. artificielle. La Oui. fabrique numérique. Oui. Quelqu'un qui nous écoute, là, qui veut Oui. savoir à quelle place aller chercher l'information, fait quoi? Lafabriquenumérique.com? www.lafabrique-numérique.ca.
.com. .ca, .com. Google va vous aider, les amis. Google va dire le Mais de .ca, toute le façon, .com, on les a tous. Sur le lien du podcast, je Oui. vais mettre le lien Super. parce que je Oui. trouve ça important parce que des fois, on parle en fait, de concept ou comme ça d'un outil, puis on oublie de dire à quelle place on va être capable de le trouver. Donc, je trouve ça important. Excuse-moi, je t'ai coupé. C'est super. C'est intéressant parce qu'en fait, sur ce site-là, on retrouve également les informations par rapport au parcours des ambitieuses qu'on a discuté tout à l'heure. Donc, il y a la fabrique numérique, comme je disais, qui est maintenant déployée à travers les écoles secondaires du Québec. Donc, c'est accessible en ligne. Donc, c'est ça. Clé en main, on a du théorique. On utilise aussi beaucoup de capsules des modèles inspirants, donc qui permet vraiment de concrétiser aussi dans les métiers qu'est-ce qu'on fait avec des connaissances, par exemple, là, en intelligence artificielle, en programmation, les mathématiques et autres. On a également les astucieuses comme projet qui est un petit peu similaire aux ambitieuses, mais qu'on a poussé au niveau qui est destiné aux élèves, aux étudiantes, en fait, de niveau collégial ou universitaire, qui étudient dans un domaine relatif au STEAM. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas explorer avec elles le volet entrepreneurial? Donc, c'est intéressant, leur domaine d'études. Elles peuvent travailler dans ce milieu-là, mais est-ce qu'on peut exploiter l'entrepreneuriat scientifique? Donc, c'est un parcours extrascolaire, en fait, qui est offert dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est à la 3e édition cette année. Donc, ça leur permet vraiment de réfléchir à une idée d'affaires, de développer un modèle d'affaires, puis également de réseauter, de pitcher auprès de la communauté entrepreneuriale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de rencontrer des modèles inspirants et autres. Donc, ça aussi, c'est un projet qui est dessus, qui a été réfléchi depuis plusieurs années, puis qu'on se rendait compte qu'il y a un besoin, il y a de l'intérêt pour... Est-ce que ces projets-là font partie également d'un processus de recherche-action, comme vous avez démontré tout à l'heure? Oui, les parcours sont évalués. Puis en plus, on s'intéresse également à la trajectoire. C'est des parcours où est-ce que les personnes, en fait, sont très responsables de leur apprentissage, de faire le suivi. Donc, il y a un portfolio d'apprentissage de l'apprenant. Donc, les participants sont invités à consigner leurs apprentissages, les démarches qu'elles ont faites aussi à l'extérieur des séances, par exemple, puis à auto-évaluer leurs compétences. Donc, c'est vraiment de prendre en charge leur démarche d'apprentissage. Donc, nous, par rapport à ça, on étudie beaucoup cette trajectoire-là d'évolution des compétences qui sont auto-évaluées, en fait. On parlait que le collab a été créé dans les années 2000, à peu près. 2020, ça va bien. Dans les années 2000. Non, je ne le couperai pas, je vous le dis. Non, dans les années 2020, c'est bien ça. On s'entend que dans les années 2020, on était dans un contexte de pandémie. Est-ce que vous pensez que les gens qui ont dû faire face au numérique et à toutes les possibilités qui s'offrent à nous, est-ce que ça l'a donné un boost d'intérêt par rapport aux compétences numériques? Bien, assurément. Ça, c'est certain que je pense qu'il y a eu une prise de conscience collective qu'on doit maintenant maîtriser davantage les outils du numérique pour voir les potentialités qu'il peut avoir tant au niveau de l'organisation du travail que de l'enseignement ou même encore d'amélioration de la productivité dans plusieurs grandes entreprises là, au Québec. Je pense qu'on a de plus en plus d'intérêt pour ça. Mais je pense que ce qui est important surtout, c'est que faut quand même prendre conscience que faut le respecter dans un processus de changement. Puis ça, je pense qu'on veut aller souvent trop vite dans les processus de transformation numérique dans les entreprises, sans considérer justement ce que les gens sont capables d'absorber. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment le voir comme, tantôt Emma parlait d'une stratégie, bien, ce qu'on dit dans l'enseignement en termes de stratégie, ça s'applique aussi dans l'entreprise. Donc, à partir du moment, je pense que c'est bien important de cibler les besoins, bien comprendre les enjeux, puis après ça, mettre vraiment les outils qui vont bien suivre. Mais c'est sûr que le contexte de la pandémie, je pense, a réveillé tout le monde. Hein? Oui, effectivement. Mon podcast a vu le jour dans le contexte de pandémie, dans le but de diversifier mon enseignement. Donc, être capable d'intéresser les étudiants d'une façon différente à ce qui est enseigné, puis aussi de leur démontrer qu'écoutez, ce qu'on fait, là, c'est réel. Là, puis moi, je trouvais ça important non seulement dans le contenu, mais aussi dans le comment.
À ce moment-là, je donnais un cours de gestion d'information pour faire une petite parenthèse. Et ce cours-là, dans le fond, j'utilisais mon podcast, j'ouvrais les données de mon site web, les données de téléchargement, les données d'écoute, et ainsi de suite. Puis là, je leur démontrais comment est-ce qu'on pouvait utiliser ces données-là pour gérer, dans le fond, le contenu, puis diriger le projet vers une orientation plus que vers une autre, et ainsi de suite. Donc, il y avait vraiment 2 volets à ça. Donc, bref, merci pour votre magnifique réponse. Je ne suis pas trop étonnant avec mes questions. Non. Non. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient sur le point de vue de la recherche ici au Colab dans les prochaines années? Est-ce qu'il y a des scopes que vous pouvez me dire? Oh ben, je vais demander ça à Mme Gauthier. Oui, exactement. Bien, une chose est certaine, avec notre studio de captation volumétrique, on a des souhaits et des projets sur la table qui vont être excessivement porteurs et innovants pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, je pense qu'on va être fiers au terme de ces projets-là. Ça, C'est le premier studio de l'Est du Canada. Ben oui. C'est une innovation extraordinaire qui va amener une révolution dans différents domaines, c'est certain. Donc, on contribue à faire évoluer cette réalité-là qui est la captation volumétrique. ce que notre Madame Gravel nous dit, entre autres, c'est que, pour vous imaginer, là, ils ont, ici au Colab, ils ont une grande pièce noire et ils ont un dôme dans lequel, combien il y a de caméras là-dedans? 70 caméras. Et il y a de la lumière là-dedans, mes amis. Vous pouvez pogner un coup de soleil. Non, c'est pas vrai parce que c'est pas des lumières comme ça, mais c'est illuminé. Et là, on m'a fait une démonstration tout à l'heure avec une captation. On voyait un monsieur à l'intérieur et il bougeait, ainsi de suite. Puis là, il m'expliquait tout le processus. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Donc, les possibilités sont grandes. Et je pense que, puis vous me corrigerez si je me trompe, Mme Gravel, c'est s'il y a des projets qui sont intéressants proposés, je présume que ça va permettre de faire avancer cette technologie-là, en quelque sorte. Là. Certainement. D'ailleurs, c'est l'objectif. Hein? Parce que c'est sûr que ce n'est pas un équipement actuellement qui peut être utilisé dans un contexte de production ou de développement Je fais un film, je viens ici, c'est pas fait pour ça. C'est pas faire de la production en ce moment. Donc, c'est vraiment pour faire évoluer. On est parti de la pédagogie immersive 360, on a eu la réalité virtuelle, on a eu tout le volet mocap. Puis maintenant, on est vraiment rendu dans le volumétrique. C'est la dernière technologie en immersif là, qui existe dans le monde en ce moment. Donc là, si, mettons, j'écoute le podcast puis j'ai une idée, je me disais, moi, j'aimerais ça faire un projet, j'ai une entreprise, je sais pas moi, un programme de formation technique d'à peu près 2 minutes. Est-ce que je peux vous appeler puis faire un projet avec vous autres? Certainement. Okay. Certainement, il y a des choses qu'on peut proposer. On connaît maintenant, par différents projets qu'on a vécus, les avantages de l'équipement, les limites, mais on peut faire un rendu quand même qui est assez exceptionnel. Là. Donc, si, mettons, Surtout pour placer des gens dans un contexte, dans un environnement particulier. On a fait un test dernièrement avec quelqu'un qui était appelé à aller dans une mine. Donc, pour préparer psychologiquement la personne à ce qu'elle peut vivre quand elle va entrer dans une mine. Donc, au niveau de tous les enjeux de santé mentale, par exemple, on pourrait simuler des choses super intéressantes pour préparer adéquatement une personne dans un contexte X. Là, fait que oui, il y a des petites choses comme ça qu'on peut faire qui peuvent être exceptionnelles. Là. Donc, j'ai un projet, mettons, à ce moment-là, comment je fonctionne? Est-ce que je vous contacte pour dire, voici le projet, j'aimerais savoir comment ça va coûter, comment je vais pouvoir le financer? Est-ce que je présume que ça doit coûter moins cher que dans un grand studio d'Hollywood, par exemple? Oui, sûrement. Je pose la question. Je pense que de contacter l'équipe de Colab là, par l'entremise de José Gauthier, ça va être parfait. OK, c'est bon. Elle va accompagner. Alors, sur le plan recherche, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous aviez des éléments que vous vouliez rajouter à notre entretien, mesdames? Non, ça va. Alors, Marie-Ève, Emma et Valérie, je vous remercie pour ce bel entretien. Madame Gravel, je vous ai appelé Marie-Ève. Je suis désolé, est-ce que vous allez me pardonner? Assurément. Assurément, vous êtes très gentil. Alors, merci beaucoup. Merci pour cette belle découverte. Puis sérieusement, si vous ne connaissez pas la recherche-action, regardez sur le site de Colab, voir comment est-ce qu'ils font. Puis vous pouvez même faire de vos recherches scientifiques aussi alentour de ça sur la méthodologie. C'est une méthodologie qualitative, mais qui apporte énormément de choses. Donc, la recherche-action, en tout cas, moi, j'y crois parce qu'elle apporte du concret maintenant. C'est pas dans
dans 15 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, quand tu vas analyser tes données. Donc, vous comprendrez que moi, j'ai un biais parce que j'aime bien cette méthode de recherche-là, parce qu'elle est axée sur ce qui se passe maintenant. Donc, ça donne des résultats maintenant. Alors, merci beaucoup, mesdames. Puis, assurément, j'aimerais ça bien faire bâtir un projet à la rigueur avec vous autres. Pourquoi pas faire un podcast dans votre magnifique sphère. En 3D? En 3D. Certainement. Mais il va falloir que je perde 20 livres pour faire ça. Sinon, on ne pourra pas le faire. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Ben là. Alors, j'espère que vous avez apprécié cet épisode qui parle de recherche. Ben là. Et la recherche au collab, j'espère que vous avez compris que c'est excessivement dynamique. Donc, merci à ceux qui se sont portés au jeu, Mme Godin, Mme Maltais et Mme Gravel. Si vous voulez avoir plus d'informations, collabnumérique.com. Donc, sur le site web, vous pouvez retracer les gens, mes intervenants que j'ai reçus, et bien sûr, les contacter et leur parler, leur poser des questions et bien sûr, vous prendre plus d'informations sur le collab. Alors, sur ce, mes amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!